Bonsoir, merci d'être fidèle au journal de la rédaction sur TV Fil 78 en ce lundi 10 novembre. Et ce soir, nous parlerons politique, notamment après Nicolas Sarkozy et Bruno Le Maire. C'est au tour du troisième candidat à la présidence de l'UMP de venir dans les Yvelines rencontrer les militants. Hervé Mariton était à Versailles dimanche matin. Tous les ans, des écrivains sont persécutés. La maison de la poésie à Guyancourt sensibilise et libère la parole. À l'occasion de différents rendez-vous, nous en parlerons en plateau avec son directeur Jacques Fournier, mais aussi avec Omar Youssef Souleiman, auteur syrien. Rosetta, c'est le nom de cette mission spatiale européenne qui permettra à l'homme de se poser sur une comète. L'Observatoire de Saint-Quentin en Yvelines retransmettra les images en direct de cet événement historique le 12 novembre. Le directeur du site est aussi l'invité de cette édition. Et vous l'avez peut-être vu ce week-end, le tramway T6 est en circulation entre Châtillon et Vélizy-Villacoublay depuis ce samedi, mais sans accueillir de voyageurs pour autant. Il s'agit d'un dernier test grandeur nature avant la mise en service prévue pour le 13 décembre. Le bon fonctionnement de l'ensemble des systèmes est étudié. Riverains automobilistes peuvent aussi commencer à s'accoutumer aux nouvelles règles d'usage et de sécurité. Prudence donc si vous circulez dans les environs. Et puisque nous sommes à Vélizy, un nouveau campus a été inauguré en fin de semaine dernière, vendredi, au sein du pôle Vélizy-Meudon, deuxième pôle tertiaire francilien. 192 millions d'euros investis dans ce New Vélizy, c'est son nom. Loué par le groupe Thales pour 9 ans, le chantier avait démarré en août 2012. Après 2 ans de travaux, il va pouvoir accueillir 2500 personnes sur près de 46 000 mètres carrés. Pour rappel, le pôle Vélizy-Villacoublay accueille sur son territoire plus de 1000 entreprises et de 43 000 salariés. Politique. Après Nicolas Sarkozy et Bruno Le Maire, c'était à Hervé Mariton de poursuivre sa campagne pour la présidence de l'UMP dans les Yvelines. Le scrutin interne du parti se déroulera le 29 novembre. Et depuis Versailles, celui que les sondages créditent de 1% d'intention de vote s'est montré plutôt incisif. Les images de William L. Petit pousset face à deux Goliaths, Hervé Mariton entend prouver aux militants UMP que sa candidature est une alternative crédible face à Nicolas Sarkozy et Bruno Le Maire. Ce dimanche matin sur le marché de Versailles, avant de rencontrer les journalistes, il a avant tout souhaité réaffirmer qu'il était le seul à avoir un discours clair. Vous avez parfois dans la vie politique, et je le constate, y compris de mes concurrents, une tentation de dire les choses de manière contournée, pas de manière tout à fait droite, parce que certains pensent que l'ambiguïté permet de rassembler plus de voix. Moi, je crois que l'ambiguïté aujourd'hui est mauvaise conseillère. Moi, je suis clair, je suis carré, je suis probablement moins connu que mes deux concurrents, mais je pense être plus intense dans les convictions. Un discours sans ambiguïté sur les 35 heures qu'il souhaite supprimer, tout comme la loi Taubira, ou encore sur la justice, lui qui défend le retour de la double peine abrogée par Nicolas Sarkozy. L'actuel député de la Drôme a reçu dans les Yvelines le soutien du conseiller général Olivier Delafère, à l'origine de sa venue. Aujourd'hui, l'UMP souffre de son projet. On ne voit plus de projet. On voit des hommes qui vont un coup à gauche, un coup à droite, changent d'opinion un peu en fonction du temps. Je crois qu'aujourd'hui, on a surtout besoin d'avoir des hommes qui créent cette ligne directrice. C'est ce que fait le Front National et malheureusement à l'UMP, on n'est pas capable de faire ça. Également présent sur ce déplacement à Versailles, Gérard Larcher, sénateur des Yvelines, président du Sénat. Il se dit neutre, même s'il a rappelé qu'avant de changer de nom, l'UMP devait surtout se doter d'un programme. Je pense qu'il faut refonder notre projet parce que nous ne sommes plus en 2002. On est face à une France qui aujourd'hui n'a plus de croissance, qui a un chômage de masse, qui traverse une crise morale. Et cette crise morale, la question de la famille, par exemple, est au cœur de cette crise morale. Il faut donc rebâtir un projet. C'est beaucoup plus important qu'un nom. Les militants se prononceront le 29 novembre sur le nom de leur nouveau président. Et lors de ce déplacement, ni Hervé Mariton ni Gérard Larcher n'ont souhaité s'attarder sur l'affaire du week-end, l'affaire Juillet-Fillon. Pour rappel, le quotidien Le Monde avait révélé en fin de semaine que François Fillon aurait demandé au secrétaire général de l'Élysée d'accélérer les enquêtes contre Nicolas Sarkozy, une version démentie par l'ancien Premier ministre Henri Guénaud. Le député UMP des Yvelines a en revanche été plus loquace sur le sujet. Sur Europe 1, samedi, il a parlé d'affaires d'État si les propos rapportés étaient avérés. Il rejette l'idée d'un cabinet noir contre l'ancien président de la République, mais juge la situation profondément anormale. À l'occasion de la semaine des écrivains persécutés, des auteurs vont témoigner dans les établissements scolaires du département. Poète syrien exilé en France, Omar Youssef Souleiman est venu raconter son histoire aux élèves de la section d'enseignement général et professionnel adapté au collège Les Saules à Guyancourt. Sur place ce matin pour assister à cette rencontre, Yolène Torres et William L.
Je ne suis plus personne, c'est le nom de son poème exprimé ici dans sa langue arabe. Omar Youssef Souleymane y parle notamment de son exil, de sa vie d'avant chez lui en Syrie et de sa vie d'aujourd'hui à Montreuil. Auparavant journaliste syrien, il a été traqué et surveillé dans son pays. À l'occasion de la semaine des écrivains persécutés, emprisonnés et empêchés, il est venu à la rencontre des collégiens Guyancourtois. J'ai expliqué ce qui se passait avec moi en Syrie, comment on a organisé les manifestations, comment les armées ont entré dans la Syrie, comment les islamiques sont venus après, car on n'était pas des islamiques au début de les manifestations. Voilà, c'est pour ça que c'est important. Il allait avoir 24 ans quand la révolution a commencé en mars 2011 en Syrie. Un an plus tard, ne trouvant plus sa place dans la guerre civile religieuse, il décide de passer la frontière et de rejoindre la France. Une histoire qui interpelle les élèves. Quand on écoute son histoire, en fait, c'est toujours parce que c'est des choses qu'on n'entend pas au quotidien. Qu'est-ce qui t'a touché particulièrement dans son histoire ? C'est quand il est venu en France, en fait, quand il est parti de la Syrie. J'ai appris des choses. Quoi par exemple ? Comme quoi il y avait des poètes qui ne pouvaient pas exprimer ce qu'ils pensaient. Toute la semaine, des écrivains du monde entier vont à la rencontre des collégiens, lycéens et étudiants yvelinois pour témoigner de leur histoire. Et comment avons-nous dormi ? Et pour évoquer encore en plateau cette semaine des écrivains persécutés, je reçois à présent Omar Youssef Souleymane, justement, que l'on vient de voir dans ce reportage, et puis Jacques Fournier, le directeur de la Maison de la Poésie. Bonsoir, à tous les deux et bienvenue. Bonsoir également à Salah Alamdani, vous êtes également poète, mais ce soir vous ferez office de traducteur. Vous allez nous aider puisque je rappelle que l'auteur présent ce soir est syrien. Lors de la rencontre, on vous a vu tout à l'heure, on vous a entendu échanger autour de la révolution de mars 2011 avec les collégiens, mais on imagine leur enrichissement à eux, mais quel est votre enrichissement ? Qu'avez-vous tiré de cet échange ? هو بينعكس بشيء كتير إيجابي لأنه بالنهاية أنا بشوف الشيء اللي عشته بسوريا وتجربتي بالشعر وبالكتابة من خلال استماع الناس يعني من خلال اطلاعهم على هذه التجربة من خلال تفاعلهم معها من خلال أسئلتهم. C'est formidable pour moi parce que ça me révèle aussi ce que je faisais déjà en Syrie, ces rencontres avec la jeunesse qui s'intéresse à la poésie, etc. Et que c'est vrai qu'ici, ça m'a enrichi beaucoup parce que la première fois que je parle d'une autre langue, qui est la langue française, et que du coup, c'est vrai qu'il y a une relation avec eux très très charnelle et j'ai compris qu'ils comprenaient ce que je disais. Vous êtes en exil politique en France. Quel regard aujourd'hui vous portez sur la situation dans votre pays ? اليوم في فرنسا كيف تنظر الى الحاله والحالات والوضع في سوريا اليوم؟ الوضع كتير معقد وغير مفهوم، نحن في صراع بين على جهتين من جهه عندنا النظام dictatorial ومن جهه عندنا الاسلاميين. En fait, on se bat aujourd'hui, c'est assez compliqué chez moi en Syrie parce qu'on se bat sur quatre piliers, deux piliers. Il y en a un qui sont des islamistes, l'autre c'est les dictatures. Et du coup, nous sommes sur deux terrains et nous sommes au milieu. On ne sait pas au fait qu'est-ce qu'il faut faire. Et il poursuit ce combat par l'écriture depuis la France. Ce n'est pas la première fois que la Maison de la Poésie se mobilise pour cette semaine des écrivains persécutés. Pourquoi la Syrie cette année ? Parce que c'est une rencontre avec Omar Youssef Souleymane et avec Fadwa Souleymane, qui sont arrivés tous les deux en France à la même époque, en mars 2012. Et leurs livres ont été publiés au début de l'année, vers le milieu de l'année 2014. Et j'ai eu l'occasion de découvrir leur écriture, mais aussi de découvrir les deux personnes qu'elles sont, Fadwa et Omar. Et donc j'ai eu envie de mettre l'accent sur ce pays-là, sur ce drame-là, que l'on évoque de temps à autre dans l'actualité. C'est vrai qu'on ne peut pas parler tout le temps de cela, mais il ne faut pas oublier. Et notre travail à nous, à la Maison de la Poésie, c'est de montrer que ces écritures, ces écrivains qui ont souffert et qui souffrent encore dans leur chair de ce qu'ils ont vécu, ont des choses à dire. Et ont surtout à le dire à ces jeunes que l'on rencontre depuis ce matin et que l'on rencontrera jusque vendredi pour parler de leur histoire, sans pathos, sans tirer les larmes, c'est pas le but, c'est de dire voilà, ça existe et ainsi, à travers ces deux parcours parallèles, celui de Omar et celui de Fadwa, ces jeunes, quand ils verront le mot Syrie écrit quelque part, diront oui,
je connais. J'en reviens à Omar, justement. Pourquoi le choix de la poésie, des poèmes pour exprimer ce que vous avez vécu? ليش اختيارك الشعري بأنه الشعر حتى بأنه تواجه هذا الوضع بالذات؟ هو الشعر يعني بالنسبة لي هو أعمق طريقة للتعبير عن الموقف الإنساني، أعمق طريقة للتعبير عن السيرة الذاتية. هو بيكشف الشخص أكثر وبيعالج علاقته مع الحياة ومع الأشياء. La poésie, je crois que c'est l'écriture la plus profonde, la création la plus profonde qui peut révéler justement et dévoiler ce que la souffrance humaine. Et c'est pour ça que je choisis la poésie, parce que ça, d'abord c'est universel et je peux parfaitement bien communiquer par ma poésie la situation qui vivent le peuple syrien aujourd'hui. Et c'est comme ça que les jeunes sont sensibilisés, les jeunes collégiens à travers cette opération. Et puis il y aura aussi à la Maison de la Poésie, ça ce sera durant le week-end, le 15 novembre, une soirée pour regrouper les différents auteurs. Oui, alors il n'y a pas que des collégiens, il faut le dire aussi, il y a des lycéens. Hein, on est dans différents établissements, dans 8-10 établissements. Oui, il y aura cette soirée du 15 novembre, hein, le jour de l'écrivain persécuté que l'on met en place depuis 4 ans maintenant avec le PEN Club français et avec Amnesty International, parce qu'il ne faut pas oublier nos 2 partenaires. C'est une soirée qui sera consacrée entièrement aux écrivains et même aux artistes syriens, parce qu'on va accueillir non seulement Omar Suleiman, Fadwa Suleiman, mais aussi deux autres poètes qui, certes, n'ont pas quitté leur pays pour les mêmes raisons, mais sont engagés d'une manière ou d'une autre dans la vie actuelle en Syrie et dans la mort actuelle en Syrie, je dirais. Donc il y aura Aïcha Arnaout et Maram Al-Masri. Et on accueillera aussi le musicien syrien Khaled Al-Jaramani, joueur de oud, et donc on aura une soirée vraiment sur la Syrie, sur cette langue qui est en train c'est ce que nous disait Omar et ce que disait Fadwa, cette langue qui est en train d'évoluer en même temps que le pays va changer. Obligatoirement, le pays a changé, mais ils l'ont fait changer dès mars 2011, et on va entendre cette langue-là qui est en train de bouger. Il y aura des textes en français, des textes en arabe, il y aura de la musique, il y aura aussi il y aura des échanges, des discussions, mais il y aura aussi, je l'espère, beaucoup d'espoir, beaucoup d'envie d'aller de l'avant. Et je crois que les poètes sont de ceux qui permettent d'aller de l'avant. Ce sera le 15 novembre à 20h et entrée libre. Il vaut mieux réserver, soit directement à la Maison de la Poésie, soit par le site du kiosque. Parce que voilà, la salle n'est pas très grande et cette maison, elle accueille le maximum de personnes qu'elle peut accueillir, et on fera en sorte que cette soirée soit encore une belle réussite. À travers cette mobilisation poétique, est-ce que vous attendez aussi une sensibilisation politique? يعني الشعر واللقاءات إلى آخره، هل تتصور بأنه من خلالها تريد أنه يوصل شيء شعوري للناس سياسي، أنه الناس تفهم بالوضع السوري؟ يعني أنا بدي أوصل الوضع السوري للناس من خلال الشعر، لكن مو من الناحية السياسية، من الناحية الإنسانية، لأنه بالحرب في بعض التفاصيل المفارقات القيمة إنسانيا وما بيقدر يلاحظها ويشوفها إلا الشعر. Je pense que c'est pour ça que j'écris des poèmes. J'essaye par la poésie, au fait, faire sensibiliser les gens, mais pas forcément politiquement. Parce que la poésie, surtout quand il y a des guerres, il y a des conflits, les poètes, les poèmes, ils sont beaucoup plus elles-mêmes de donner des moyens à découvrir ce petit détail qu'on ne voit pas. Et je crois que le poète est témoin de ça. Et donc je suis témoin. Si ça passe, c'est tant mieux. Mais en tout cas, ce que je veux, c'est surtout passer par la poésie, cette situation inhumaine de la guerre, etc. Merci beaucoup à tous les deux, à tous les trois aussi d'être venus sur ce plateau. Merci. On rappelle la date du 15 novembre pour assister à la Maison de la Poésie, à cette sensibilisation, cette semaine des écrivains persécutés autour de la Syrie cette année. Merci encore. Merci. On poursuit le journal à présent avec la préparation du 11 novembre. Les villes qui vont commémorer demain, mardi, le centenaire de la Grande Guerre. Et même si les Yvelines n'ont pas directement été touchées par ce conflit, les communes ont tenu à s'organiser autour d'une cérémonie d'importance. Ainsi à Montigny-le-Bretonneux, qui fait partie des 12 villes des Yvelines à avoir obtenu la labellisation délivrée par l'Office national des anciens combattants. Une exposition a lieu en ce moment avec plus de 300 objets présentés par le club des collectionneurs des Yvelines. Projection de films aussi avec Joyeux Noël. Ce sera dès ce lundi soir à la salle Jacques Brel. Et puis un quiz pour les plus jeunes le jeudi. Et donc demain, mardi, la cérémonie qui démarrera à partir de 10h. Que va nous détailler à présent Jean-Luc Ourgaud au micro de Catherine Zulato. Nous avons la chance d'avoir une participation très importante des écoles, puisque nous aurons à peu près 240 élèves des écoles. Nous avons une participation très importante de nos villes jumelles, c'est-à-dire Kiev, Denton et Marostica, qui viennent avec des délégations.
Nous aurons le député Andrew Gwynn du Parlement anglais qui va également venir du Parlement et donc il représente sa circonscription de Denton. Voilà, donc c'est une dimension tout à fait exceptionnelle avec l'orchestre des sapeurs-pompiers des Yvelines, avec un clairon qui nous sera détaché au niveau de l'armée. Je crois que ce qui symbolise bien ce centenaire, c'est tout le travail qui a été fait au niveau des écoles et collèges. Je pense que nos générations d'aujourd'hui ne savent pas du tout ce qui s'est passé en 1914 et pourquoi les Français à l'époque se sont battus pour une certaine image de la France, une certaine liberté. Et donc il faut que nous puissions transmettre aux jeunes générations tout ce qui a été fait et pourquoi il y a eu malheureusement sous ces millions de morts. Nous allons parler encore à présent en quelque sorte de l'histoire, mais l'histoire à écrire, puisque mercredi 12 novembre, l'atterrisseur Philae va se détacher de la sonde spatiale Rosetta pour se lancer vers la comète 67P, aussi baptisée Tchouri. Elle devrait ensuite s'y agripper et livrer ses secrets. Une première en astronautique. Bonsoir Philippe Cacuit, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes le directeur du laboratoire Atmosphère, Milieu, Observation spatiale de l'Atmos, l'observatoire de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines qui dépend de l'université. C'est un des laboratoires français fortement impliqués dans cette mission Rosetta. En quoi tout cela est une avancée et une page d'histoire qui va s'écrire? Alors en fait, il y a deux enjeux. Il y a un enjeu scientifique. Les comètes sont des objets tout à fait intéressants à étudier parce qu'ils correspondent finalement à des objets primitifs du système solaire. Donc on a beaucoup à apprendre de ces objets. Jusqu'à présent, on les observait de loin, donc avec une vision très très limitée. On a beaucoup d'hypothèses autour qu'on aimerait vérifier, donc une grande importance. Et puis l'autre aspect qui est extrêmement important, c'est que c'est technologiquement une grande première. Qu'est-ce qui rend si difficile ce défi justement? Ce défi, déjà, c'est un défi en soi, c'est-à-dire que c'est une limite supplémentaire de franchie. On a marché sur la Lune, on a posé des objets sur Mars, sur d'autres satellites de planètes. Là, on est au plus loin et on va se poser sur un des objets les plus loin du système solaire. Donc voilà, donc il y a un aspect où on progresse dans aller plus loin. On est dans un voyage en milliards de kilomètres, il a fallu une dizaine d'années pour y arriver. Une dizaine d'années pour y aller, voilà, avec finalement utiliser la rotation autour des planètes pour trouver la force pour y aller. Bon. Et l'autre aspect, c'est que au-delà de ça, c'est un objet qui a une attraction extrêmement faible. Donc il va falloir s'y poser. Et là, il y a un vrai challenge parce qu'on voit bien sur Terre, nous, on est accroché à notre Terre, on a du mal à sauter au-dessus de 2 mètres. Bon, sur la Lune, on voit les astronautes faire des bonds, et là, c'est encore pire. Donc là, c'est comme si vous, à 1 mètre du sol, vous essayiez de placer une plume sur un cercle. Bon, la chance que vous y arriviez est quand même très très limitée. Défi technologique, un véritable défi à accomplir. Il y a une part de chance aussi, peut-être un petit peu dedans, parce qu'on ne va pas tout maîtriser une fois que l'atterrisseur sera détaché. Alors, il y a un aspect de chance, il y a toujours un aspect de chance, mais là, l'aspect de chance, c'est plutôt par rapport aux aspects qu'on ne connaît pas. C'est pas un objet uniforme, on va se poser à un endroit qu'on a vu pour la première fois il y a quelques semaines, quelques mois, donc on a découvert, et donc on n'a pas pu planifier. Donc tout ça, c'est la grande découverte, quoi. Donc beaucoup d'incertitudes. Vous parliez tout à l'heure des premiers pas de l'homme sur la Lune, on est dans le même niveau, même registre là, avec ce qui va se produire mercredi? On est dans le même registre d'événements. Alors bien sûr que c'est pas un homme, donc forcément ça diminue l'événement. Mais malgré tout, on est quand même sur un moment historique, là, je pense. Et vous allez diffuser au Latmos, justement, les images, puisque tout sera filmé, on pourra le vivre en direct. Vous allez projeter à partir de 16h30 tout ce qui va se passer, on va tout vivre en temps réel. Voilà, alors au-delà de la projection, qui va pas forcément être toujours spectaculaire, parce que les images mettent un certain temps à venir, etc. Bon, donc l'événement n'est pas forcément spectaculaire. Il est historique. Et donc ce qu'on a souhaité, c'est d'une part que c'est historique. Des chercheurs vont attendre ce moment-là. Ils ont travaillé pendant longtemps. Et donc on propose aux gens de venir vibrer avec nous. C'est-à-dire que les images, elles sont fournies par les agences spatiales, qui sont en direct contact avec les opérations. Et nous, on va les avoir, on pourra les commenter. Et on va surtout inviter les gens à venir partager avec nous ça. Donc ça c'est une première. D'habitude, ça se passe ailleurs. Aujourd'hui, c'est l'ESA, c'est l'Europe,
et c'est les chercheurs de Guyancourt. Donc, justement, comment vous êtes impliqué avec le laboratoire? En quoi vous avez une part également dans ce qui sera accompli mercredi? Alors le laboratoire est un laboratoire qui est très très impliqué dans l'instrumentation, et notamment l'instrumentation spatiale. Et donc, on est dans un grand nombre de défis. Actuellement, on est sur le rover martien, on prépare une mission pour Mercure, donc on est en permanence, on est aux côtés des agences spatiales pour, d'une part, leur fournir des idées, et d'autre part, en plus, réaliser grâce aux installations que l'on a maintenant sur le site de Guyancourt. Et puis, et donc là, ça fait partie des missions. Il y a des gens qui travaillent depuis longtemps sur les comètes. À partir d'observations sol ou des missions qui se sont rapprochées, mais pas très très près des comètes. Et là, aujourd'hui, pour eux, c'est fantastique parce que ça va être vraiment des données historiques et qu'on n'a jamais eues. Donc là, on sera au plus près de la comète puisqu'on sera directement posé dessus. Ça va changer quoi justement pour le travail? Alors en fait, la mission Rosetta, indépendamment de ce qui va se passer le 12, c'est déjà une très très grande, une fantastique avancée. On a déjà beaucoup de données. Bien sûr, il faudra plusieurs années pour les digérer, mais déjà c'est une réussite. Alors là, effectivement, si on pouvait en plus s'y poser et forer et savoir ce qu'il y a dedans de manière vraiment concrète, c'est vraiment le pompon, on a vraiment tout gagné. La mission Rosetta à vivre, donc, en tout cas le dénouement de cette mission le 12 novembre dans vos locaux à l'OVSQ à Guyancourt, OVSQ composante de l'université. Les informations qui sont affichées, ce sera à partir de 16h30 mercredi. Nous y serons bien évidemment présents et vous vivrez ensuite tout ça avec un petit différé dans le journal du soir. Merci d'être venu en plateau aujourd'hui. Nous poursuivons ce journal avec la deuxième édition d'un autre événement culinaire, cette fois-ci, événement culinaire de l'automne. Durant une semaine, des animations, des échanges autour du patrimoine culinaire des Yvelines. Goût d'Yvelines revient, toujours sous l'égide d'Yvelines Tourisme. Nous étions à Versailles le 9 novembre, place Saint-Louis, pour le lancement en présence, bien évidemment, de grands chefs Florane Parfait et William L. Au menu de cette démonstration, crapaudine, racines et fruits de saison. Un dessert à base de betterave, ça peut sembler étonnant, mais quand le meilleur ouvrier de France et yvelinois Frédéric Genot est aux commandes, la recette est pleine de promesses. C'est simplement la recherche de surprendre dans la simplicité. Donc, vous voyez, c'est comme un artiste peintre en fait qui va. D'ailleurs, je vais faire une toile en hommage aux impressionnistes, une toile mangeable. Remettre les fruits et légumes oubliés au goût du jour, de la grosse betterave crapaudine à cette espèce miniature, c'est l'objectif de cet ambassadeur du terroir français. Ici, on est à côté du potager du roi. Vous allez avoir 7-8 variétés de carottes différentes. Il est très rare de retrouver 7-8 variétés de carottes différentes dans d'autres pays, même des pays voisins de la France. Dans cet atelier, le chef montre les différentes variétés de produits qu'il cuisine, ainsi qu'une façon simplifiée de faire de la gastronomie. Après 45 minutes de préparation, le chef-d'œuvre annoncé est au rendez-vous. C'est très beau à l'œil, je le mangerai volontiers au restaurant. Je trouve que c'est très bien en plus pour les jeunes qui veulent faire de l'apprentissage, parce que moi je m'affiche en école hôtelière, donc je travaille pour un très grand chef. Cuisinier en herbe ou gastronome confirmé, vous voilà averti. Goût d'Yvelines propose toute cette semaine d'autres événements culinaires et ateliers à ne pas manquer. Du sport et pour la première fois le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines qui accueillait un grand prix sur piste, l'occasion de voir évoluer les espoirs du cyclisme français. Point d'orgue du Grand Prix de Vélizy, ce duel de vitesse entre le champion d'Europe master du kilomètre Yann Dujarrier et le vice-champion du monde junior de vitesse Sébastien Vigier ressemble à s'y méprendre à un passage de témoin entre deux générations. Sébastien, je le connais très bien, il y a 2 ans je pouvais me faire respecter. Là ça va être très très difficile, il va falloir être très tactique. On ne sait jamais, on va faire un spectacle de toute façon et prendre du plaisir. Pour la première fois depuis son ouverture, le Vélodrome accueille un Grand Prix sur piste. De plus en plus rares, ces compétitions permettent aux espoirs de se montrer. S'ils glanent des titres internationaux dans leur catégorie, il leur faudra passer le cap du très haut niveau chez les seniors. Les jeunes, il leur faut 3-4 ans de maturité pour arriver au niveau des meilleurs. François Pervis, à 30 ans, est resté une dizaine d'années, 8-10 ans dans l'équipe de France, sans être au plus haut niveau et sans briller au plus haut niveau. Donc la maturité arrive très tard et il faut pouvoir avoir cette patience pour pouvoir continuer de progresser. Sébastien Vigier s'entraîne désormais une fois par semaine à Saint-Quentin en Yvelines. Depuis l'ouverture du Vélodrome, il peut côtoyer ses aînés à l'entraînement. Conseil, tactique de sprint, le vice-champion du monde junior profite de chaque instant aux côtés des meilleurs sprinteurs du monde.
On peut changer tout mon entraînement, parce qu'avant je ne pouvais jamais aller m'entraîner sur piste, du coup je devais faire mes sprints sur route et tout, et c'est pas la même chose. Et faire des belles compètes ici, à côté de chez soi, c'est cool. Pour la petite histoire, la jeunesse l'a emporté sur l'expérience. Vigier s'impose en 2 manches. Et pour un résumé complet de l'actualité sportive locale du week-end, rendez-vous ce soir sur TV Fil avec Anthony Reich. 2 dernières informations à vous communiquer. Tout d'abord, la starlette de télé-réalité Nabila qui devrait passer une 3e nuit à la maison d'arrêt de Versailles, écrouée dans le quartier pour femmes dans le cadre de sa mise en examen pour tentative d'homicide volontaire et violence aggravée sur son compagnon. Et puis, samedi, nouveau braquage à Saint-Quentin en Yvelines. Cette fois-ci, c'est à Montigny-le-Bretonneux, peu avant 23h. 2 malfaiteurs cagoulés, dont l'un était porteur d'une arme de poing, ont menacé les employés d'un restaurant Pizza Hut avant de s'emparer de la caisse. L'enquête a été confiée à la Sûreté départementale des Yvelines. C'est la fin de ce journal. Je vous retrouve mercredi, toujours en direct dès 18h. Pas de nouvelle édition demain pour cause de 11 novembre. Très bon jour férié à tous et très bonne soirée.